mercredi 3 juin 2020. Sur le vif, le balado du Crémis, épisode 9. Échange en contexte de crise sociale et sanitaire avec Sylvain Picard, psychoéducateur à l'équipe Itinérance et Services migrants et praticien-chercheur au Crémis, CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Sylvain Picard, en tant qu'intervenant auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme en situation d'instabilité résidentielle, comment, selon vous, la crise sociale et sanitaire actuelle affecte-t-elle les personnes auprès desquelles vous intervenez? Bien, je vous dirais d'abord, ça les a affectés à différents niveaux et puis tout dépendant également de l'évolution de la pandémie. Moi, je me rappelle au début, lorsque ça a commencé, je me rappelle exactement la date, même si c'était le 17 mars dernier, là. Il y avait une personne qui est arrivée dans la salle d'attente, puis elle avait une entrevue pour un programme d'emploi à l'accueil Bonneau. Fait que s'est présenté à 9h le matin et puis elle était prête que je l'accompagne. Là. Fait que là, j'ai expliqué, là, t'as-tu remarqué qu'il y avait pas beaucoup de monde aujourd'hui là, au centre-ville de Montréal? Là? Elle était toute propre, là. Elle avait mis un beau chandail, là, puis un beau pantalon, là. Puis non, elle avait pas remarqué ça, là. Elle avait pas remarqué qu'il y avait pas de monde dans le métro, qu'il y avait pas de monde dans l'autobus, et puis elle comprenait pas qu'est-ce qui se passait, là. Comme plusieurs personnes d'ailleurs dans ma clientèle, parce que la plupart, ils ont pas de téléphone, ils ont pas de radio, ils ont pas de télévision, puis ils parlent pas beaucoup à du monde, là. Fait qu'eux, ils savaient pas qu'est-ce qui se passait, là. Certaines personnes là, qui ont vu éventuellement un supplément de revenus là, du fédéral, mais cet argent-là, il y en a plusieurs qui en ont pris pour consommer davantage. Alors, ça a augmenté leur consommation également. Il y en a certains, malheureusement, qui ont perdu leur logement à cause du fait qu'ils ont été expulsés de leur appartement, à cause de leur comportement. Il n'y avait pas de bail, qui fait qu'ils ont dû quitter leur logement. Donc, c'est très difficile actuellement là, de les aider dans cette démarche-là parce qu'il n'y a plus d'annonces dans les journaux pour des appartements. Et puis, c'est des visites aussi virtuelles là, au début, qui faisait que les gens qui n'ont pas d'appareil pour visiter, mais ça fonctionnait pas. Là. Et puis, par la suite aussi, il y a eu, moi j'ai observé beaucoup des symptômes dépressifs chez certaines personnes. Le fait qu'ils étaient confinés, qu'ils ne pouvaient plus sortir de chez eux, là. Moi, j'en ai certains qui sont dans des ressources là, de type là, chambre et pension. Ils n'avaient pas le droit de sortir de chez eux. Donc, moi, je les appelais, et puis ils me disaient qu'ils dormaient tout le temps, qu'ils se levaient plus, qu'ils prenaient plus leurs médicaments. Donc, ils nous inquiétaient énormément là, parce qu'ils pouvaient plus faire leur routine habituelle, là, d'aller à leur restaurant, d'aller se faire couper les cheveux, qui fait que les gens ils comprenaient pas trop qu'est-ce qui se passait. Ils se sont laissés un peu aller là. Donc, j'imagine que ça a amené plusieurs défis pour eux en lien avec justement le respect des règles sanitaires. Oui, effectivement, parce que étant donné que le virus, là, il est pas palpable, c'est pas très concret pour eux. Il y en a plusieurs qui banalisaient la dangerosité là d'avoir la COVID là. Donc, il fallait vraiment, je leur explique là, c'est quoi les principaux symptômes là, à observer là, pour qu'ils puissent savoir s'ils manifestent certains symptômes. Étant donné qu'ils savent pas lire, qu'ils savent pas écrire, mais moi j'ai fait un petit tableau là, imagé les différents symptômes. Et puis je leur disais, si vous avez un de ces symptômes-là, dites-moi-le. Ou bien vous pouvez aller là dans un centre de dépistage pour se faire tester. Donc là, il y a certaines personnes ils craignaient par rapport à c'est quoi le fameux test là, que je leur expliquais c'était quoi le test et puis j'ai même accompagné 3 personnes pour se faire tester. J'ai les ai accompagnés là dans la procédure là à prendre pour tester pour voir s'il y avait la COVID ou pas. Et puis, certaines personnes, ils ont beaucoup de problèmes de santé également. Moi, je craignais beaucoup, là, chez eux, là, qu'ils l'attrapent parce qu'il y en a qui ont des problèmes respiratoires, le diabète, et puis on sait très bien des personnes qui ont des problèmes de santé plus importants, mais sont plus à risque de mettre leur vie en danger s'ils contractent le virus. Donc, j'allais vraiment les voir régulièrement, là, pour s'assurer qu'ils allaient bien, qu'ils continuaient à prendre les mesures sanitaires nécessaires, là, pour se protéger.
Donc, vous avez quand même, j'imagine, dû adapter vos pratiques habituelles. J'imagine aussi que ça l'a amené certaines parts de défis pour vous. Ben, les défis, là, effectivement, là, étaient très, très, très importants là, à adopter là, parce que, étant donné que certaines personnes avaient des rendez-vous médicaux, qui faisait que là, les médecins ne voyaient plus personne dans leur cabinet. Alors, puis les médecins souhaitaient échanger avec les personnes avec par téléphone. Mais la plupart, ils n'ont pas de téléphone. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Je prenais le rendez-vous avec eux, puis je demandais au médecin de me téléphoner. Et puis, à ce moment-là, je recevais l'appel du médecin. Puis là, moi, j'expliquais au médecin là, l'état de santé de mon client. Et puis, le médecin là, pouvait à ce moment-là ajuster le traitement nécessaire, prescrire une médication. Et puis là, à ce moment-là, moi, je pouvais par la suite accompagner mon client à la pharmacie afin qu'il puisse obtenir la médication nécessaire. On était vite équipés, nous autres, là, par rapport à par rapport à une visière, par rapport à des masques, des gants. Donc, on s'est vite senti en sécurité d'aller vers les gens, là, pour aller les rencontrer. C'est sûr qu'au début, moi, je mettais ma visière puis mon masque, puis les gens comprenaient pas pourquoi je mettais ça, et puis ils comprenaient pas non plus pourquoi je leur tenais pas la main. Mais je leur expliquais que, écoutez, c'était pas des mesures de sécurité, là, autant pour eux que pour moi, là, par rapport aux mesures sanitaires. Donc on les rencontrait dans le hall d'entrée là, dans leur immeuble pour échanger avec eux là, par rapport à la situation, les informer de ce qui se passait et par rapport aux ressources qui étaient encore ouvertes. Puis il y en a d'autres également que je pouvais rencontrer dans des parcs. Là, à ce moment-là, on pouvait prendre un café ensemble et puis échanger par rapport à leur situation. C'est sûr, c'était pas toujours l'idéal au niveau de la confidentialité, parce qu'il y a des gens autour d'eux qui peuvent entendre notre conversation, mais on essayait le plus possible là, de faire attention à ce qu'on disait. C'est qu'il y a des personnes que moi, je sais qu'ils sont dans mon caseload, mais qui sont inactifs parce que sont hébergés, ils ont un appartement, ils ont une chambre, puis ils sont dans un autre secteur également de la ville. Sauf que je sais très bien que ce sont des personnes qui vont pas vers d'autres ressources, puis il n'y a pas beaucoup de monde également autour de eux. Alors, étant donné qu'ils sont isolés, moi, je me préoccupais par rapport à leur situation. Alors, j'ai pris l'habitude de les appeler là, une fois par semaine, le vendredi, pour prendre de leurs nouvelles. Ce sont des personnes qui l'apprécient énormément que je les appelle. C'est comme s'ils attendent mon appel, là, comme le point de presse là, du ministre Legault. Là. Puis une fois, je n'avais pas pu les appeler, puis il me l'avait dit, ah, mais tu nous as pas appelé la semaine passée, mais c'est-tu passé quelque chose? Donc, c'est sûr je suis pris un peu là-dedans. C'est plus mes clients directement, mais je sais très bien que si je les appelle pas, mais si leur situation se détériore, alors j'aimerais bien les informer là, par rapport aux mesures qu'il faut prendre pour aller chercher les services qui ont de besoin. Et puis, un autre changement également dans ma pratique, c'est que moi, une fois par semaine, j'organise un cours de cuisine dans un organisme communautaire et puis un groupe de parole au CLSC. Naturellement, depuis le début de la pandémie, mais j'ai dû annuler les cours. Et puis ce sont des personnes là, qui bénéficiaient beaucoup de ces deux activités-là parce que ce sont des personnes isolées puis qui vont pas nécessairement vers d'autres ressources. Donc, ils me demandent régulièrement c'est quand ils vont reprendre ces activités-là. Donc, je dis toujours, je sais pas plus que eux, là, mais aussitôt qu'on va pouvoir avoir les autorisations, mais on va pouvoir les reprendre. Puis est-ce qu'on va pouvoir tirer certains apprentissages de cette crise en lien avec l'offre ou l'organisation des services, peut-être plus particulièrement en lien avec les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, ou encore les personnes en situation d'instabilité résidentielle? Pour la clientèle itinérance, on a observé là, par rapport à ceux qui ont eu la chance de pouvoir être relogés dans des hôtels, mais eux, ils apprécient vraiment ce confort-là, ils apprécient leur intimité, ils apprécient d'avoir une chambre à eux, et puis on a observé que les personnes allaient un peu mieux par rapport à leur prise de médication, par rapport à leur hygiène de vie, par rapport à leur santé, par rapport aussi le fait qu'il y a un peu plus d'énergie que de dormir là, à l'extérieur. Donc, pour ces personnes-là, là, on a observé vraiment là, un effet bénéfique là, de pouvoir être logé dans des endroits sécuritaires, calmes et paisibles. Là. On a vraiment observé des changements chez ces personnes-là.
Sylvain Picard, vous avez un statut de praticien-chercheur au CREMIS. En lien avec ce statut-là, est-ce que vous prévoyez mener certains travaux de recherche, justement en lien avec la crise sanitaire actuelle? Et si oui, quels aspects vous aimeriez explorer? Mais moi, jusqu'à présent, depuis que c'est commencé, là, je me suis ouvert un répertoire pour suivre la trajectoire de vie de certains de mes clients. Donc, à chaque fois que je les rencontre, là, je documente leur récit de vie, comment ils s'adaptent, comment ils réagissent, quels sont leurs défis. Et puis, j'espère qu'éventuellement, là, que je puisse en rédiger là un article là après la pandémie, là, puis d'être en lien également avec d'autres intervenants qui ont vécu la même situation que moi, pour qu'on puisse mettre ça ensemble là, pour vraiment là, laisser des traces là, par rapport aux capacités d'adaptation des personnes là, dans une crise sanitaire. Sur une note plus personnelle, qu'est-ce qui vous permet, Sylvain Picard, de rester ancré ou inspiré malgré ce contexte de crise sociale et sanitaire? Moi, quand j'arrive chez moi, là, je me sens beaucoup plus fatigué qu'avant. Je pense que moi, un des moyens que je prends, c'est naturellement, c'est d'en parler avec mes collègues de travail pour pouvoir ventiler qu'est-ce que nous fait vivre là, les situations. Moi, je prends soin de moi. Là. Moi, je suis une personne qui fait beaucoup de sport, donc je continue d'en faire énormément chez moi. Donc, je me ressens davantage plus sur moi, ma famille et puis mes collègues de travail.